à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que libérateur, l'épigénétique. On va explorer comment nos expériences, nos émotions, notre environnement et parfois même l'histoire de nos ancêtres peuvent influencer l'expression de nos gènes. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir Laure Hoffner, nutritionniste, maître praticienne en PNL et fondatrice de Serenity Food. Avec elle, on va comprendre pourquoi nous ne sommes pas simplement déterminés par notre ADN, mais aussi par ce que nous vivons, ce que nous ressentons et les choix que nous faisons au quotidien. Installez-vous confortablement, on part ensemble au cœur du vivant. Bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Laure! Salut Barbara. Tu vas bien? Ouais, ça va bien, super bien. Écoute, c'est la deuxième fois que tu viens sur ce podcast pour parler d'un sujet complètement différent du premier. Mais qu'on Mhm. avait, qu'on avait beaucoup envie de creuser avec Magali parce qu'on entend plein de choses et qu'on s'est dit que ce serait bien de faire un podcast là-dessus pour que nos auditrices comprennent un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est l'épigénétique. Mhm. Et du coup, t'as creusé un petit peu le sujet encore pour nous. Donc, on va te poser quelques questions et on espère que elles trouveront aussi leurs réponses. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple ce qu'est l'épigénétique? Qu'est-ce que ça signifie exactement que nos gènes puissent s'activer ou se désactiver selon ce que nous vivons? Alors, pour comprendre l'épigénétique, je pense que d'abord, il faut comprendre la génétique. Et la génétique, c'est quoi? C'est notre bagage génétique qui nous permet en gros de construire notre corps et de le faire fonctionner. L'épigénétique, elle, c'est comment ce corps va se maintenir en vie dans un environnement sans cesse changeant, tout simplement. Donc la génétique, c'est notre code de Mhm. fonctionnement et l'épigénétique, c'est comme si c'était le mode d'emploi de ce code par rapport aux situations de vie auxquelles on va être confronté. Mhm. Alors déjà, si je dis ça, est-ce que c'est clair? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Alors après, si on rentre dans les détails, il faut savoir que à peu près 80% de l'ADN s'exprime, c'est-à-dire 80% du code génétique va être lu concrètement. Les 20% restants, c'est une part qui peut être considérée comme variable. Alors on n'a pas exactement des chiffres toujours très exacts, hein, mais cette part variable, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un ADN plus dormant qui va être silencieux et qui, lui, va pouvoir être lu en fonction des conditions de l'environnement, justement. Sur comment ça fonctionne, en fait, c'est comme si, pour comparer en fait votre ADN, j'utilisais l'image d'un plan. Par exemple, si on compare la cellule à une usine de fabrication, je sais pas, Mhm. d'aliments, par exemple, euh, la cellule contient un noyau qui Mhm. contient cet ADN. Toutes les cellules de notre corps euh, sont, contiennent en fait cet ADN identique. Dans Ok. toutes les cellules de notre corps, il y a le même ADN. Sauf qu'on comprend bien qu'entre une cellule du cerveau, donc un neurone, et une cellule de la peau de la main, bah, en fait, on se rend bien compte que ce sont des cellules qui sont très différentes. Et Mhm. comment ça, c'est possible? Parce que sur cet ADN, il va y avoir des marques qui vont empêcher la lecture de certains gènes. Et donc ces gènes, c'est des séquences sur notre ADN qui vont coder pour la fabrication de certaines substances dans les cellules, pour justement la différenciation de ces cellules et pour qu'elles puissent jouer leur rôle. Mhm. Donc, ces marques-là, c'est ce qu'on appelle des marques de méthylation. C'est comme si, dans cette usine, la salle des archives, c'était la salle qui contenait les plans. Mhm. L'ADN, ce sont ces plans. Comment je vais pouvoir fabriquer mes recettes. Euh, Dans ces plans, je ne vais pas toujours tout utiliser. Donc, par exemple, j'ai une recette pour fabriquer un truc, ça va être un gène. Bah, peut-être que ce gène-là, je ne vais pas toujours l'utiliser parce que j'ai pas de demande à l'extérieur. J'ai pas forcément le besoin d'utiliser cette recette. C'est comme si on avait caché ces gènes-là pour pas avoir besoin de les utiliser. Ok. Donc, ils sont dormants. À côté de ça, donc ça, c'est les marqueurs qu'on appelle épigénétiques.
ces caches-là, qu'on appelle des méthylations sur l'ADN, ça en fait partie. Mais après, il y en a d'autres. D'autres marqueurs épigénétiques, ça va être par exemple ce qu'on appelle l'ARN messager. Cet Mhm. ARN, c'est ce qui vient chercher et qui vient lire l'ADN. Il faut considérer comme l'ADN dans cette archive, personne n'a le droit de le sortir des archives. D'accord? On n'a que le Ok. droit de venir consulter sur place, mais Ok. interdiction absolue d'y toucher parce que c'est vraiment le code secret en fait. Ok. Et donc, c'est le rôle de cet ARN. Ça pourrait être, si on le compare à cette usine de fabrication, le logiciel qui vient lire les plans, qui vient lire les protocoles de fabrication pour pouvoir les transmettre dans l'usine, dans les salles de fabrication. Donc, c'est lui qui va faire le messager, en fait. Donc, cet ARN peut lui aussi être modulé en fonction des besoins et des conditions de l'environnement. Ensuite, il y a d'autres marqueurs épigénétiques qui sont par exemple la façon dont va être rangés les plans dans la salle d'archives. Donc, dans chaque cellule, en réalité, on a 46 chromosomes qui sont rangés par paire. Donc, en fait, Mhm. on a 23 paires de chromosomes. 23 qui viennent de la mère, 23 qui viennent du père. D'accord. Et ces chromosomes, ils sont rangés d'une certaine façon. Et donc là, il y a d'autres marqueurs génétiques qui vont venir faire ce rangement-là, ce qu'on Ok. appelle notamment, qui sont liés notamment à ce qu'on appelle la chromatine. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, Mhm. sinon je vais vous perdre. Déjà, déjà là, je pense Non, mais que c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper complexe. Donc, du coup, toi, c'est tu le ça. simplifies au maximum. Voilà, Enfin, moi, j'essaie de le là, je t'ai simplifier suivi maintenant. jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que Non, c'est clair. c'est quelque chose de. Voilà, on a tous entendu parler de ça, mais finalement, le comprendre Je ne sais pas vraiment, forcément c'est. comment ça fonctionne. Ouais. Voilà. Ensuite, on a d'autres marqueurs épigénétiques qui sont associés à la façon dont vont s'enrouler les chromosomes sur eux-mêmes. Donc en fait, il faut imaginer, vous savez, c'est comme un chromosome, c'est comme quand on prend un bout de ficelle ou une pelote de laine et qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Qu'est-ce qui Ouais. va se passer? Au bout d'un moment, elle va se replier sur elle-même et Oui. si on continue, ça se replie encore, etc. Bah, l'ADN, c'est exactement la même chose. En fait, il faut imaginer que dans chaque cellule, vous avez qui mesure 0,01 mm, Mhm. vous avez 2 mètres d'ADN à ranger là-dedans, D'accord. dans le noyau, qui est Oui, encore plus d'accord. petit que la Donc, tu cellule. tournes, tu D'accord? tournes, tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il y a un travail pour bien peloter tout ça et faire en sorte que ça rentre. Et ça, c'est encore un autre marqueur épigénétique qui va permettre en fait cet enroulement. Et donc tout ça, ça va conditionner quoi? Ça va conditionner, il faut comprendre que la lecture de cet ADN, elle est possible que si la pelote, elle se déroule et qu'on a accès aux gènes qui sont du coup des successions de recettes à l'intérieur de cet ADN. D'accord. Voilà un petit peu pour essayer de schématiser tout ça, comment déjà on peut avoir cette lecture-là de l'ADN. L'ADN, en fait, si on met bout à bout, hein, c'est 60 milliards de kilomètres. Donc c'est l'équivalent de 400 fois la distance Terre-Soleil, pour vous rendre Ah, mais compte de ce c'est qu'on a à énorme. l'intérieur, là, dans toutes nos cellules, de tout cet ADN mis bout à bout. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et en fait, il faut comprendre le corps comme à chaque instant, toutes nos cellules se dupliquent pour faire face au vieillissement cellulaire. Ouais, Donc elles vont d'accord. être remplacées. Et pour être remplacées, en fait, elles répliquent leur ADN de façon exactement identique. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Mhm. Alors des fois, il y a des erreurs dans cette duplication. Et là, c'est ce qu'on appelle des mutations génétiques. Mais le corps est bien fait et en fait, il va réguler ça et des cellules qui portent des erreurs, en général, il va les supprimer. Sauf dans certains cas où on peut avoir effectivement des maladies qui peuvent apparaître sur la base de ces mutations. Et là, ça touche l'ADN. Mais l'épigénétique, ça touche pas l'ADN. L'ADN va rester le même. C'est seulement les marqueurs qui vont permettre l'utilisation de cet ADN qui vont être modifiés et qui vont changer. Alors avec le vieillissement, par exemple, on a une augmentation du nombre de ces méthylations, donc de ces caches sur certains gènes qui vont apparaître. Et donc, Ok. ça va accélérer le vieillissement cellulaire. Ça va, par exemple, augmenter l'inflammation, augmenter le stress oxydatif, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les radicaux libres, en fait, qui vont apparaître, etc. Donc, qui vont faire vieillir le corps. Ok.
Mais globalement, le corps est bien fait et nous permet de nous adapter sans cesse à notre environnement changeant. Et c'est Ok. grâce à notamment l'épigénétique qu'on peut faire ça. Autre chose, en nombre de gènes dans le corps humain, c'est 20 000 à 30 000 gènes qui Ok. permettent la fabrication de 200 000 à 1 million de protéines différentes. Donc, pour vous Ok. donner un petit peu des échelles de valeur, ça nous permet de synthétiser des enzymes, des hormones, des messagers chimiques dans notre cerveau qui vont nous permettre de faire fonctionner notre corps, hein, tout simplement. Et quand on entend les chiffres, c'est vrai qu'on se dit c'est énorme en fait. C'est énorme. En Mm. fait, le corps, c'est une machine qui est hyper robuste et à la fois dans du réglage Minutieux. hyper minutieux, quoi. Ouais. Et comment concrètement on peut apaiser ou modifier certaines marques épigénétiques liées à un stress ancien ou à un traumatisme familial? Parce que maintenant, c'est vrai, en fait, au début, je sais pas, enfin, moi, je sais qu'il y a quelques années, quand on parlait d'épigénétique, il y avait beaucoup de choses qui disaient, ouais, enfin, c'est un peu, tu sais, c'était un peu, on n'y croyait pas trop, quoi, tu vois? Ouais. Alors que maintenant, en fait, c'est vraiment des études scientifiques, oui, on te transmet quelque chose, enfin, il y a même plus de débat, en Oui, fait. oui, parce qu'on parlait de Oui, transgénérationnel. voilà, Et oui, transgénérationnel, ça veut dire tout de suite un truc un petit un peu peu perché, quoi. mystique, un peu mystérieux, un peu perché. Alors oui, c'est très concret en fait, parce que alors normalement dans la transmission génétique, il faut savoir qu'il y a un truc assez merveilleux qui se passe, c'est qu'on efface les marqueurs épigénétiques au moment de D'accord, la transmission, d'accord, sauf dans certains cas. Et dans d'accord, certaines situations de vie qui ont été, où il y a eu des stress importants, ces marques épigénétiques vont rester. ok. Et donc, ces marques épigénétiques, elles servent bien à dire, à aider les générations futures à survivre, en fait, puisque le rôle ultime, hein, c'est ça, hein, c'est comment le corps réussit à survivre. Et donc, cette épigénétique, elle sert à s'adapter et à utiliser l'ADN à bon escient, finalement, c'est ça, pour permettre au corps de survivre. Donc, il y a des études. Alors, ta question, c'était comment Comment on peut apaiser ou modifier les certaines apaiser? marques? Oui, alors pour comprendre comment les apaiser, peut-être qu'avant, il faut comprendre comment elles sont transmises et comment elles peuvent au contraire ne pas apaiser la personne. Mhm, Donc, dans ce que je viens de dire, il y a des études qui montrent, par exemple, qui ont été faites en Suède. Il y a plusieurs études hein, qui montrent que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, le fait d'avoir été affamé, ça a créé des marques épigénétiques qui ont favorisé dans les générations, chez les générations d'après, et au moins sur 2 générations, qui ont favorisé le fait que le métabolisme va favoriser la survie. Donc ça veut dire quoi? mhm, Ça veut dire que c'est plus des gènes qui sont associés au ralentissement du métabolisme qui vont mhm, s'exprimer, c'est-à-dire le corps est fait pour la survie, il a manqué. Donc maintenant on a dit au corps, attention, fais des réserves, stock. Donc le métabolisme va se ralentir, donc va empêcher en fait de la dépense énergétique mhm. pour un même niveau d'activité, par exemple, on va avoir un métabolisme qui est plus bas. Ok, Ça va aussi déclencher, par exemple, au niveau de la synthèse de graisse, ça va favoriser la synthèse de graisse au niveau abdominal. ok. Donc, on va aussi avoir une répartition de graisse qui peut être différente par rapport à cet épisode où un arrière-grand-père ou un grand-père aurait été affamé pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Euh, D'autres marqueurs aussi, cette fois-ci au niveau du stress. Par exemple, vous allez avoir, quand vous avez vécu des stress très intenses, une modification des récepteurs au cortisol. Donc le cortisol, souvent on dit l'hormone du stress. Moi, j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce qu'en réalité, elle a une fonction de mise en action dans le corps sur la base de ce qu'on ressent et de ce qu'on capte en fait comme signaux de notre environnement. Mhm.
A priori, c'est assez bien fait. On capte un signal où on se dit ça c'est un danger. Il va y avoir libération de cortisol qui va être capté au niveau du cerveau, qui va nous mettre en action, qui va provoquer la libération de noradrénaline notamment, qui va faire rentrer du calcium dans les cellules, qui vont faire qu'on va se mettre en action. Ça va contracter les cellules qui nous font bouger. Euh, et puis, ces récepteurs de cortisol au niveau du cerveau vont s'auto-réguler par une boucle de rétro-régulation, en fait. On va comprendre que le corps s'est mis en action, c'est bon, maintenant, on peut se calmer. Sauf que les personnes qui ont vécu un gros stress, ces marqueurs épigénétiques vont favoriser, vont modifier, en fait, l'expression et la fabrication des récepteurs de cortisol au niveau du cerveau. Et donc, D'accord. ça va faire que la boucle de rétroaction va moins bien fonctionner. Et donc, ces personnes vont rester dans une vigilance permanente, en fait. Et Ok. donc, le corps va finir par s'épuiser avec les conséquences qu'on connaît, de l'inflammation, du stress oxydatif, du coup, les conséquences avec la prise de poids potentielle, etc., un vieillissement prématuré du corps, des effets sur la réplication aussi, qui peut faire survenir des erreurs, du coup quand une cellule se multiplie ou qu'elle fonctionne, tout simplement, des vieillissements sur les protéines, sur les graisses du corps, etc., etc., en fait, hein. Ok. Et aussi au niveau, peut-être qu'on en parlera après, tu me diras si tu veux qu'on en parle un peu plus, mais au Mm. niveau des télomères, qui sont les bouchons qui protègent les chromosomes, D'accord. Oui. avec un Mais raccourcissement, etc. j'ai une question qui me vient, là, qui est pas prévue. Mais par exemple, tu vois, nous, on est beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est possible que ma mère, par exemple, elle transmette quelque chose à enfin, mon frère, par exemple, le dernier qui a 12 ans de moins que moi, est-ce que du coup, il peut avoir des choses qui sont transmises qu'elle a vécues entre le moment où je suis née moi et tu vois, est-ce qu'on a tous la même transmission ou est-ce que du coup, quand la vie avance, finalement, tu peux encore transmettre des choses où c'est quelque chose qui est vraiment ancré depuis le départ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou... Les deux, puisque cette épigénétique, elle est variable en fait, elle est D'accord. changeante. Ok. Si entre ta naissance et la naissance de ton frère, elle vient un gros stress, elle Ouais. va avoir ces marqueurs épigénétiques qui vont changer, qui Ok. vont moduler l'expression de son ADN pour Mhm. pouvoir lui permettre de survivre, donc modifier son métabolisme, ses actions, ses comportements associés, etc., pour Mhm. lui permettre de rester en vie en fait, Ok. malgré ce gros stress. Et donc, oui, ça peut être transmis à l'enfant, à ton frère, même si elle t'a pas transmis de la même façon les marqueurs épigénétiques. Idem pour le père. Et justement, il y a des études qui montrent aussi qu'il y a une partie de l'épigénétique qui va se passer aussi dans le ventre de la maman dans les 4 à 6 premières semaines. Là, D'accord. il y a une grosse partie des marqueurs épigénétiques qui vont se mettre en route pour le fœtus, en fait. D'accord. Ok. Il y a des gros stress qui sont subis aussi pendant ce moment-là, ça peut jouer énormément. Et c'est pour ça qu'on supplémente en folate, parce que, par exemple, mais j'en parlerai tout à l'heure, Mhm. la nutrition, la micronutrition et notamment les vitamines B9, la vitamine B9, les folates par exemple, vont agir sur ces marqueurs, sur ces méthylations. D'accord. Ok. Et donc ça va par exemple favoriser la fermeture du tube neural qui est associé au développement de la colonne vertébrale. D'accord. Euh, donc tout ça, c'est très important de le comprendre. Sans, je vois tout de suite un biais qui est ne pas se, ne pas se culpabiliser quand on n'arrive pas à être zen ou quand on n'arrive pas trop à réguler Ouais. son stress, etc. Mais prendre plutôt l'inverse, qui serait quand on a compris ça, ça va nous permettre aussi, et donc ça répond à ta question, comment apaiser ou modifier certaines Mm. marques épigénétiques, on le verra tout à l'heure, mais qui est euh, grâce à un mode de vie sain. Et notamment, par exemple, sur les télomères et l'allongement de ces télomères qui protègent les chromosomes, le sommeil et le mode de vie sont vraiment les deux facteurs les plus importants. Ok. Donc, en développement un mode de vie sain, qui sont la nutrition, la régulation du stress. Et je pense que la régulation du stress, pour moi, c'est le facteur clé. Parce que
Ok, le sommeil est peut-être un des éléments qui a le plus d'impact euh, en termes d'épigénétique, de santé. Mais quand on est stressé, on va pas réussir à bien dormir. Mhm. Donc, j'ai beau te dire, améliore ton sommeil, améliore la qualité de ton sommeil, comment tu vas faire? Ouais, Sans passer par la case régulation des émotions et du stress, ça va être compliqué. Donc, oui. c'est toujours dans des approches globales et comportementales qui vont être importantes parce que si je suis stressée, je vais consommer certains micronutriments, je vais les surconsommer. Or, ces Mhm. micronutriments vont m'aider à rentrer dans mon cycle de sommeil. Quand Mhm. je dors, c'est là que je vais réguler mon cortisol. Donc, si je Mhm. dors pas, si je manque de certains nutriments parce que je suis stressée, je vais moins bien dormir, je vais moins bien réguler mon cortisol, qui fait que je vais encore plus consommer de micronutriments. Donc, en fait, je rentre dans des cercles vicieux qui vont agir à la fois au niveau de mon stress, au niveau de mon épigénétique. En continuant à m'entraîner dans un... Il faut que je réagisse à mon environnement alors qu'il n'y a plus lieu de réagir à mon environnement. Et en fait, ces comportements vont perdurer en fait d'une génération à l'autre. Il y a des études qui ont été faites sur les souris où on voit que ça agit sur 4 générations quand il y a un stress intense. Ok. Et par exemple, pour donner un exemple justement au niveau, comment ça se passe au niveau de l'épigénétique, c'est en fait, on a fait 2 études, une où on a stressé les souris et on a vu que les marqueurs épigénétiques étaient présents sur 4 générations. Ouais. Et ensuite, sans stresser les souris, on a juste introduit l'ARN qui était responsable de cette épigénétique en lien avec le stress. Et en fait, les comportements se sont modifiés de la même façon sur 4 générations, sans qu'on D'accord. touche à l'ADN. Donc D'accord. ça montre bien, cette étude, elle montre bien que euh, ce sont des marqueurs épigénétiques qui vont influencer nos comportements, entre autres. Ok. En tout cas, leur impact sur la modification de nos comportements. Je ne sais pas si c'était assez clair ce Non, que non, j'ai. c'est très clair. C'est très clair. Et bah, du coup, c'était ma question suivante, justement. Est-ce qu'il y a des pratiques validées scientifiquement sur l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la respiration, qui sont capables de modifier justement l'expression de certains gènes? Oui, alors il y a pas mal d'études qui montrent des effets. On en est au balbutiement, donc on commence à voir vraiment. Alors souvent, c'est pas toujours des études de grande ampleur. Oui. C'est parfois petites, des petites populations en fait qui sont utilisées, mais il y en a d'autres qui sont faits à grande échelle et qui montre quand même que, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure sur les folates, les vitamines B9, qui vont vraiment avoir cet impact-là. Il y a d'autres études, par exemple, qui ont été faites au niveau du microbiote. On va voir en fait que quand il y a un microbiote qui est sain, ça va modifier les marqueurs épigénétiques qui permettent la bonne fabrication des cellules des intestins, donc des entérocytes, pour un Ok. bon fonctionnement, une bonne absorption des micronutriments, etc. Donc ça aussi, ça va jouer. Et ça, il y a une méta-analyse, alors c'est sur plus de 6 000 cas de rectocolite hémorragique, donc le côlon en fait qui est irrité. On a montré que 16% étaient associés à la génétique et 84% c'était associé à de la modulation épigénétique en lien avec les facteurs environnementaux. Donc D'accord. ça aussi, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est clair. Donc là, en ce qui concerne l'alimentation, il y a d'autres études qui ont montré aussi que plus de fibres vont jouer et la vitamine D aussi, vont jouer sur la longueur des télomères. D'accord. Sur le fait qu'on va ralentir le vieillissement des télomères. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand on comprend ça, on se dit plus, ah, il faut que je mange des fibres parce que c'est bon pour ma santé. Ouais, mais Mhm. c'est bon pour ma santé, comment et Mhm. pourquoi?
Bah, quand on se rend compte que c'est pas seulement bah, ça va réguler mes envies alimentaires, ça va m'éviter de manger entre les repas, en fait on se rend compte que ça va même moduler la durée de vie finalement de l'ADN dans notre corps, puisque les télomères sont les protecteurs de notre ADN. Quand les télomères sont trop courts, ça va modifier, il y a aussi des études qui montrent ça, ça va augmenter de, je crois que c'est 3%, le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Donc c'est beaucoup en fait. Mhm. Ces études-là, elles montrent vraiment que nos choix finalement du quotidien, Elles sont en hyper alimentation importants. notamment, vont jouer sur notre capacité à rallonger ou pas, ou à raccourcir notre espérance de vie en fait. C'est incroyable. Donc en Mm. fait, on peut enfin, inverser les effets négatifs de l'épigénétique laissés par des années de fatigue, de stress et de mauvaises habitudes. Et si enfin, c'est le cas, du coup, dans quel délai on... Enfin, là, tu nous expliquais qu'on pouvait modifier, du coup. Mais en fait, combien de temps ça prend? Tu vois, par exemple, Alors, quand on part j'ai- de... Ouais, j'ai pas trouvé d'études qui montrent précisément combien de temps ça peut prendre, parce que là, on Mhm. rentre vraiment dans quelque chose, je pense. Alors peut-être il va y avoir de plus en plus d'études qui vont Ouais, permettre de se rendre compte de ça. Mais si j'ai trouvé des études sur le sport, alors je vais juste prendre mes notes parce que je veux dire de façon précise ce qui a été mesuré. Et c'était en Suède, sur 30 hommes en 2013, qui étaient des hommes inactifs au départ, hein. ouais, En fait, on a introduit 2 séances par semaine de sport pendant 6 mois. Et d'accord. on a pu mesurer que ça modifiait l'activité de 7000 gènes, dont 39 gènes qui étaient impliqués dans l'apparition du diabète de type 2 et sur l'obésité. Donc là, il y a des études qui donnent un temps Ah ouais, d'accord. qui est 6 mois. Donc, ça Une peut être mesure, quoi. relativement court finalement sur une vie. Ah oui, moi je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. C'est quand même important de se rendre compte que l'épigénétique, en fait, elle est modulée, oui, Mm, effectivement, assez rapidement. Et mm. en fait, on a aussi sur 12 hommes, alors c'est pour ça que je disais des fois, ce sont des études qui sont petites, donc ce sera bien qu'à un moment donné, on arrive à avoir des chiffres à grande échelle. Ouais, des Euh, études de J'en masse. parlais tout à l'heure, mais ouais, il y a une base de données en Angleterre, j'en parlerai tout à l'heure, qui travaille sur plus d'un demi-million de personnes pour essayer de mesurer justement ces marqueurs épigénétiques. Donc c'est Ça, c'est génial. énorme. Euh, La difficulté, c'est toujours à quoi on se réfère, par rapport à quoi on va comparer le groupe qu'on va tester pour voir s'il y a une différence significative. C'est toujours ça la difficulté, la complexité et la complexité de savoir est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont pu influencer le facteur particulier enfin le facteur qu'on est en train de mesurer. Est-ce que finalement c'est que lui qui est responsable de la différence significative qui est observée, ou est-ce que c'est d'autres facteurs en parallèle qui ont pu modifier Mm, ça? Parce que peut-être qu'ils ont introduit 2 séances par semaine de sport, mais peut-être qu'ils ont modifié d'autres choses. mm. Ouais. Et donc, c'est toujours sur des bases déclaratives, et donc c'est ce qui fait la difficulté de l'observation. Mais par contre, on voit bien que en tout état de cause, ça modifie ces marqueurs épigénétiques. Ouais, puis Donc, du coup, quand même, sur 33 personnes, tu te dis que même s'ils ont modifié des choses différentes, enfin, ça reste les 33 personnes qui ont eu les gènes qui ont été modifiés, quoi. Donc, ouais, quoi qu'ils aient fait à côté, ils ont pas dû faire tous la même chose, quoi. Donc, à un moment, je pense que, exactement. voilà. Exactement. Et là, c'est significatif. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il y a vraiment une différence Mm, marquée qui a été induite par un nouveau comportement. mm. Ouais. Il y a une autre étude qui a été faite sur 12 hommes qui ont fait 4 semaines de sport intensif sur des courtes périodes du type HIIT. Ouais. Et ils ont amélioré leur système cardiovasculaire de façon significative aussi. Et en 10 semaines, donc là on est encore plus court que ce que je te disais tout à l'heure, en faisant 60 minutes de natation 5 fois par semaine, donc ça peut paraître beaucoup par contre là, hein, parce que ça fait Ouais. 1 heure de natation Tous les tous jours. les jours sauf le week-end. Donc, Mais c'est sur 10 semaines. c'est rare sur 10 semaines. Mais ils ont diminué le risque lié à l'hypertension artérielle. Donc en Ok. fait, tout ce qui est associé du coup aux maladies cardiovasculaires, ça montre vraiment que ça peut être très rapide en fait. Mhm. Et Ouais. que, en fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que plus tôt vous commencerez,
mieux c'est, quoi. mieux c'est. Mm, Et en fait, qu'il ne faut pas attendre parce que quand vous modifiez, vous, vos comportements, mais je crois que ça répond peut-être par anticipation à d'autres questions que tu pourras avoir, mais mm, euh, quand nous, par exemple, on modifie nos comportements, si on n'a pas encore d'enfants, bah, ça va se modifier au niveau, il va y avoir des modifications épigénétiques qui vont faire que ça va se répercuter sur nos propres futurs enfants. Mais si on a déjà des enfants, parce que souvent nos comportements, ce qu'on veut pour nous, ça s'inscrit sur ce qu'on veut pour nous. Se libérer de certaines émotions qu'on peut traîner du passé, d'une forme de souffrance qu'on peut parfois avoir, pour réussir à améliorer notre quotidien, à nous sentir mieux, dans un mieux-être, etc., mieux réguler notre stress, nos émotions, réussir à avoir du temps pour prendre soin de sa santé, pour se sentir en forme, avoir une vitalité qui nous permet d'agir sur la, entre guillemets, notre best life, en fait, ce mhm. qu'on pourrait avoir comme vie Ouais, bien idéale. sûr. Donc ça s'inscrit, et puis peut-être que ça s'arrête à nous, ce qu'on veut pour nous. Mais au-delà de ça, même si on a déjà des enfants, si on modifie certaines choses dans nos comportements, grâce notamment à notre épigénétique, puisque si on arrive à mieux réguler notre stress, ça va aussi améliorer les marqueurs épigénétiques qui vont nous permettre de mieux le réguler. Donc en fait, c'est des Mhm, cercles vertueux aussi qui vont s'instaurer. Et si j'arrive à mieux faire ça, bah, mes enfants vont voir aussi des changements de comportement chez moi. Donc ça va mhm. les inspirer. Faut pas oublier que nos enfants, en fait, c'est pas en leur disant quoi faire qu'ils vont le faire. C'est en nous voyant faire. Donc nous, on est un modèle d'inspiration pour eux. Et donc, si j'arrive à modifier mes comportements, que eux me voient changer aussi, bah, ça va changer leur propre comportement, donc leur propre épigénétique. Si mes Ouais. propres enfants ont déjà eux-mêmes des enfants, ça va aussi certainement se répercuter pour Ouais, leurs c'est, enfants. Mais et si puis je après, ne... en plus, on parlait tout à l'heure de l'alimentation. Donc Oui, l'alimentation, si toi tu commences dans ta famille à changer d'alimentation, forcément, tes enfants peuvent manger aussi comme toi et du coup, ça peut aussi, exactement. tu vois, ça peut aussi jouer Tout sur, à fait. sur eux, quoi. Oui, exactement. Quand je parle Mm. des comportements, c'est Ouais, ça. ouais. Comment je change ma façon de manger, comment je leur montre que bah, il faut avoir un sommeil suffisant en Mhm. quantité, comment j'éloigne, tu as fait un super podcast sur les réseaux sociaux, donc comment Merci. j'éloigne mon téléphone. Comment je régule mes émotions, qui sont quand même au cœur de beaucoup de choses, hein. Mhm. Comment cette intelligence émotionnelle peut faire partie de nos vies, comment je peux les mettre au centre de ce que je suis en train de vivre et comment je peux les réguler. Observer le penseur, m'observer dans mes réactions, etc. Donc, dans ce qu'on Mhm. appelle l'intelligence émotionnelle, mais montrer à mes enfants aussi que, bah ouais, peut-être que parfois je m'énerve, mais être en capacité de le dire, de l'accepter, de comprendre d'où ça vient pour pouvoir le mettre à distance, pour pouvoir en fait mieux me réguler aussi après d'un point de vue émotionnel, de stress, etc. Donc de marque épigénétique aussi. Ben, Hum, d'ailleurs, c'était ma prochaine question sur comment nos émotions et nos relations affectives peuvent-elles laisser une empreinte sur l'expression de nos gènes et comment on peut aussi agir de manière positive envers ça, parce que du coup, c'est vrai que on parle beaucoup de la nourriture, du sommeil, enfin de choses comme ça, mais on sait que les interactions sociales aussi sont liées. Je ouais. sais pas si tu peux développer aussi un petit peu là-dessus, vu que tu y venais. Ouais, j'y venais, puis j'en ai déjà un petit peu parlé sur la dimension du stress Oui, entre les générations, donc ça fait Mm. partie hein, de ces émotions. De En fait, ça aussi, ouais. l'émotion, ça vient du latin ex movere, sortir hors d'eux, se mettre en action. Donc Mm. l'émotion, c'est juste un alerteur, c'est comme une bonne copine qui touche, qui nous tape sur l'épaule et qui dit, oh, regarde, là, il y a un truc qui va pas dans la situation en question, agis, réagis par rapport à ton environnement qui te convient plus. Mhm. L'émotion, elle n'est pas à diaboliser, elle n'est pas à masquer, elle est simplement à éclairer. Mhm. Avec des émotions agréables, des émotions désagréables. Quand l'émotion elle est désagréable, c'est sûr, on n'a pas envie de l'avoir, on a envie de on a envie de s'en débarrasser le plus vite possible. L'idée, c'est quand même de réussir à se dire, OK, d'où vient cette émotion, ce qu'elle me procure, pourquoi je l'ai. Des fois, on n'a pas de réponse, mais simplement dire, je vois que j'ai cette émotion, ça nous permet déjà de faire un pas de côté, plutôt que Ouais. de se laisser embarquer complètement et de ne pas comprendre d'où ça vient, etc. Avec derrière
le stress qui arrive, parce que l'émotion, elle est là pour nous faire bouger. Donc, c'est Mhm. sur cette base-là de ce qu'on a perçu de notre environnement. L'émotion, c'est une contraction qu'on va ressentir, qui vient de ce que je vous ai dit tout à l'heure, libération de cortisol, noradrénaline, rentrée de calcium dans les cellules qui vont avoir un effet de contraction. Donc, une émotion, c'est rien que ça, hein. C'est Mhm. des fois, on se dit les émotions, c'est perché et en fait, on ne veut pas forcément en parler, etc. L'émotion, c'est que simplement une contraction dans la gorge, la poitrine qui se, sur laquelle on a l'impression de ressentir un poids, l'estomac qui se tord, les intestins qui se tordent, etc. Les trapèzes qui sont contractés parce qu'on a l'impression qu'on voudrait passer à l'action et faire quelque chose. Mais sur la base de toujours notre besoin de remettre notre corps dans un système de survie, dans des conditions de survie positives pour lui. Mhm. Donc, quand on commence à avoir l'intelligence émotionnelle au cœur de nos vies, qui sont, bah, je comprends que là, ce qui s'est passé pour moi, c'est parce qu'il s'est passé ça ou ça, j'en discute avec la personne avec qui j'ai vécu ça, sans lui faire porter la responsabilité de ça, mais donc travailler aussi sur la communication non violente, sur ce qu'on appelle aussi les postures de communicants, qui est notamment, par exemple, l'analyse transactionnelle. Comprendre que dans un échange avec quelqu'un, je vais être soit en posture d'adulte, c'est-à-dire qui exprime mes besoins, qui pose la question des besoins de l'autre aussi. J'accueille aussi les besoins de l'autre, chacun étant responsable de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent, mais on échange et on essaye de trouver un terrain d'entente. Je peux être aussi dans une... Donc ça, c'est la posture idéale, évidemment, mais je Mhm. peux être aussi dans une posture parent qui critique, qui reproche, qui essaye de contrôler, euh, qui est soit un parent aidant, qui va aussi se positionner en sauveur, par exemple, qui va faire pour ses enfants, mais qui du coup va se sacrifier, ou en posture de parent contrôlant. Mhm. Ou alors ça peut être en posture enfant. Et cette posture d'enfant, c'est quelqu'un, par exemple, qui va se sentir victime de la situation, ou alors qui va se rebeller, enfant rebelle ou enfant libre, qui va faire comme il a envie, en fait, quoi qu'il arrive. Il va pas se rebeller, mais il Ouais. va faire de toute façon comme il veut. Et puis, la posture de l'enfant adapté aussi, c'est cet enfant peut-être un petit peu plus qui s'adapte au cadre qu'on exige de lui. Et Mhm. donc, en fait, rien que d'avoir conscience de ça à travers l'intelligence émotionnelle, et puis ensuite, comment je peux trouver les solutions grâce à l'expression de mes besoins avec différentes communications qui existent, la communication assertive, communication non violente, etc. Moi, j'ai inventé la communication foot parce que je trouve que c'est plus facile à retenir. On fait tous partie de la même équipe. Ouais. Et du coup, c'est bien comprendre l'intention qui est on veut aller marquer au même endroit. Mais si dès Mhm. le départ, on n'a pas la même intention, eh ben, c'est sûr que ça peut pas bien fonctionner et l'échange peut capoter en fait. Donc, Mhm. être dans des échanges basés sur la bienveillance, le respect, l'écoute, la tolérance, pas chercher à imposer à l'autre, pas chercher à convaincre, pas chercher à avoir raison, mais simplement accueillir. Et donc ça, pour moi, c'est au cœur, c'est beaucoup au cœur du sujet dans comment je fais pour ne pas transmettre à mes enfants ces comportements qui sont issus de marqueurs épigénétiques finalement, qui vont Mhm. moduler la capacité à percevoir un danger ou pas. Mhm. Ok. Et plus je vais réguler mon stress, plus je vais comprendre mes émotions, plus je vais les réguler, les accueillir, en parler sereinement, tranquillement, plus ça va me permettre de diminuer ces marqueurs épigénétiques qui modulent les récepteurs de cortisol au niveau de mon cerveau. Et donc, ils vont Mhm. me permettre de mieux boucler, d'avoir des boucles de rétroaction de stress qui fonctionnent mieux, qui font que plus je fais ça, mieux je vais me réguler avec le temps. Ok. En fait, c'est comme un entraînement. Il faut le voir comme un entraînement, en fait. Ok. Et du coup, quand on parle là des relations, est-ce que le fait de prendre conscience de son histoire familiale peut aussi, enfin, avoir une forme de réparation, tu vois, de prendre conscience de quelque chose? euh, Est-ce que ça peut modifier, bah, du coup, la biologie, quoi, on va dire? Alors, pas en tant que tel sur un impact direct qui serait j'ai pris conscience, donc ça va tout de suite enlever les marqueurs épigénétiques. Par Mhm. contre, le fait de prendre conscience, ça va permettre de démarrer un travail sur soi. Mhm. Un travail sur soi, je fais un petit aparté, ça ne veut pas dire forcément euh,
travailler coûte que coûte sur toutes ces blessures du passé, etc. et le faire seul. Oui, ok, Ça veut dire aussi justement qu'on peut être dans l'échange, dans l'expression de ce qu'on a vécu pour apaiser tout ça et pour pouvoir s'en libérer et plus le vivre de la même façon. Donc j'ai envie de dire, c'est le projecteur de départ, peut-être qui permet d'éclairer un comportement particulier qui va me permettre de travailler dessus et puis de commencer à le changer. Donc c'est hyper important en fait, c'est un déclic, c'est un déclencheur, c'est le point zéro de ma prise de conscience que tiens, il y a peut-être quelque chose là qui se joue. Donc ok, c'est pas en tant que tel, c'est pas ça qui va permettre de le changer. Si je fais rien, si j'en ai conscience mais que je fais rien, bah, peut-être que ça va rien changer. Le fait de prendre conscience, peut-être que ça va à lui seul déjà me permettre de modifier certains comportements. mhm, Parce que cette prise de conscience, ça me permet souvent une prise de recul et un pas de côté. Donc peut-être que oui, à lui seul, ça va me permettre de déjà modifier cette épigénétique parce que je vais plus réagir de la même façon. Et du coup, mon stress va plus être au même niveau. Et donc, bah, ces marqueurs épigénétiques vont aussi changer. Donc oui, c'est un super démarrage. ok. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les gens font quand ils pensent pouvoir justement modifier leurs gènes et comment leur expliquer la vraie nuance par rapport à ça? Alors, du coup, on ne modifie pas ces gènes. Mhm, Les gènes vont rester les mêmes, l'ADN mhm, ne va pas changer. C'est simplement l'expression de ces gènes ouais, qui peut changer. Donc ça, c'est peut-être une première nuance à faire. mhm, Euh, Après, comprendre que ça demande, et ce qu'on disait tout à l'heure, que ça demande de la régularité, que ça demande, mm, c'est comme un entraînement en fait, et que plus tôt vous commencerez euh, en étant persuadé des effets à long terme que ça va pouvoir engendrer. Euh, en fait, ça va pouvoir porter ses fruits. Donc j'ai envie de dire, c'est dans les deux sens parce que récemment j'ai vu passer sur LinkedIn une publication de je sais plus qui parlait de Jeanne Calment et qui disait, mais il y a une étude récente qui date de janvier là, qui montre que bah, finalement la partie génétique c'est quand même plus de 50% de notre longévité. ok. Et tu disais, Jeanne Calment, 122 ans, je crois, elle fumait, elle n'avait pas forcément une vie hyper... machin, enfin, bref. Et donc, c'est quand même la génétique, que vous le vouliez ou non, qui va Qui fait déterminer que. la durée de vie. Oui et non, parce que en fait, 50%, c'est beaucoup, et en même temps, ça veut dire, bah, c'est comme Bah si oui, on le verre à moitié vide et à moitié plein. Ça veut dire que vous totalement, êtes ouais. C'est pas comme conscient si on parlait de 70 du coup. mais j'ai envie de dire, même si on parlait de 70, ça veut Oui. dire qu'il y a encore 30% de modulation possible. Et Mm, ça, c'est hyper important. Parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on voit qu'il y a une réalité ouais. épigénétique qui va favoriser ou non l'émergence de certaines maladies. Et on voit que ça a surtout une incidence sur tout ce qui est diabète, maladies cardiovasculaires, mais aussi Alzheimer à travers l'inflammation, etc. Donc tout ça, c'est important de le prendre en compte. Et c'est oublier aussi que toutes les études aujourd'hui sur la longévité, quand on étudie ces populations, que ce soit par exemple le régime d'Okinawa ou d'autres, quand on parle pas seulement d'alimentation, on parle de mode de vie. Et dans ces Ouais. modes de vie qui favorisent la longévité, il y a la régulation du stress qui est systématiquement au centre. Et peut-être que Jeanne Calment, c'était une joyeuse, une No bonne stress. vivante qui n'avait pas de stress, qui voyait la vie comme un jeu, ou j'en sais rien, Ouais. mais en tout cas, peut-être qu'il y a de ça. Et donc là, on est bien sur de l'héritage aussi épigénétique, qui est, bah, Mhm, si j'ai des parents qui ont vécu des gros stress, peut-être que je vais avoir tendance à être quelqu'un de plus stressé. Mais si je ouais. commence à travailler dessus pour le réguler, bah, ça va porter ses fruits aussi. Un autre volet de cette longévité, c'est systématiquement la dimension sociale. Ne Mhm, pas se sentir seul. Donc ça, c'est ouais. hyper important. Totalement. La fatigue d'être seul aujourd'hui. Tiens, on parle un peu du film Gourou parce que Et il vient de sortir là quand on enregistre ce podcast, hein.
Parce que du coup, il est diffusé un peu plus il sera un peu plus loin dans l'année, mais du Ouais. coup, là, quand on est en train d'enregistrer, il vient de sortir. La semaine dernière, je crois d'ailleurs, ou il y a 2 semaines. Ouais, ou assez Ouais. récemment, qui critique un petit peu le coaching en mode développement personnel, en mode on vous fait croire que c'est de vous que doivent venir toutes les solutions. Déjà, alors quand on est coach certifié, c'est pas du tout le cas. Mhm. C'est pas du tout ce qu'on amène, ce à quoi on amène, enfin comment on accompagne les personnes plutôt. On est sur un cadre éthique, déontologique. La personne, elle a un objectif, on l'amène en lien avec, en fait, c'est toujours ce qu'on appelle l'écologie de la personne, c'est-à-dire que Mhm. ce soit en lien, en phase avec ses valeurs, avec ce qu'elle elle souhaite faire, etc. Et on va jamais lui donner des injonctions à faire quoi que ce soit. Enfin bref. C'est une petite parenthèse, mais qui est beaucoup critiquée sur le côté. Finalement, on a l'impression que toutes les solutions doivent venir de nous. Or, c'est pas du tout le cas. Et même en coaching, à toutes les ressources dont on peut disposer, on invite justement, quand on a par exemple des personnes qu'on accompagne qui ont des moteurs dans la vie qui sont il faut être fort, il faut tout faire par soi-même, il faut se débrouiller par soi, il faut jamais abandonner, on délègue pas parce que on estime que il faut justement pas montrer de faille et pas montrer de faiblesse, pas montrer ses émotions, etc. Ce type de driver-là, ce type de moteur-là, justement, une des permissions qui va faire beaucoup de bien, c'est de demander de l'aide, c'est de Mhm. pas rester seul avec ses difficultés dans le quotidien, etc. Et donc Mhm. ça, c'est un facteur de longévité. Et notamment, Okinawa, ce qui est remarquable, c'est que les hommes ont la même longévité que les femmes. Et ça, c'est Oui. pas courant. Et ça, c'est rare. C'est rare. Et ce qui l'explique notamment, c'est justement cette dimension sociale qui est les hommes. En général, c'est plutôt. Alors, les femmes ont une plus grande longévité, notamment parce que les oestrogènes ont un effet protecteur sur le vieillissement et qu'elles ont moins de fer dans le corps grâce à leurs règles. Mhm. Euh, Or, le fer peut être est un pro-oxydant. Donc, il va favoriser le vieillissement prématuré du corps s'il y a des quantités trop importantes. Et donc, c'est pour ça que les hommes ont une longévité moins importante par rapport aux femmes. Mais cette dimension sociale permet de rattraper ça. Et par exemple, Okinawa, sur l'île d'Okinawa, les hommes ont aussi des liens sociaux quotidiens qui sont très présents, qui sont très marqués. Mais d'ailleurs, Euh, là, tu parles d'Okinawa, et tu sais, je sais pas si tu tires ça du coup du reportage Les Zones Bleues, mais non, alors, ils en parlent du coup, tu sais, dans les zones bleues, puis ils prennent à chaque fois un endroit enfin, dans plusieurs pays, mais qui ont des gens qui deviennent centenaires. oui, c'est Et du ça. coup, ils comparent à chaque fois, et comme tu dis, en fait, c'est le lien social. Souvent, ils ont les mains dans la terre, ils ont un lien Oui. social, ils sont pas stressés. Ouais, ils sont en extérieur. Les mains dans la terre, j'adore ce que tu dis parce que on a montré aussi que dans la terre, il y a certaines bactéries et que quand on met les mains dans la terre, les bactéries aussi par le côté aérosol, elles vont venir enrichir notre microbiote intestinal Ah, et d'accord. favoriser le bien-être. Et je trouve ça extraordinaire. Imaginez, aujourd'hui, on a des vies qui sont basées plus sur un système citadin Mhm. où on est coupé en fait de la terre. Mais Totalement. l'accès à la terre est tellement important et tellement sur notre bien-être, en fait, à travers une dimension dont on n'a même pas idée. Et Mhm. donc là, on est en train de parler du microbiote, donc avec un microbiote qui va favoriser aussi les marques épigénétiques de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Donc, Et tu sais, tu parles de la terre, là, je rajoute juste que tu sais, on nous a mis des semelles, enfin, sous nos pieds. Mais en fait, avant, mm, on marchait pieds nus, et en fait, il y a des ondes. Tu sais, là, c'est même pas, je parle pas de spiritualité, quoi. Il y a des ondes mm, qui émanent de la terre, et quand on ouais, est magnétisme. connecté, ben, ça fait du bien au corps, en fait, hein. Donc, Ouais, tout à fait. Oui, il y a une circulation magnétique ouais, entre les deux pôles et puis qu'on est en capacité de capter, effectivement, ouais. qui va jouer aussi. Le livre que je peux vous recommander, du coup, c'est le docteur Curtey, qui est le précurseur de la nutrithérapie. Donc Mhm. moi, j'ai ces bouquins, bon, c'est mes bibles, hein, mais c'est des Mm. gros bouquins. Quand on s'y connaît pas trop en nutrition, en fonctionnement du corps humain, peut-être que c'est pas hyper accessible. C'est Ouais. des bouquins qui sont pas donnés non plus, mais si jamais ça vous intéresse, il y a ça. Et il a écrit un autre livre sur le régime Okinawa, régime global pour mieux vivre, Ok. euh, où il parle spécifiquement d'Okinawa.
Non, mais on mettra les liens sous le podcast des livres que Ouais, bien sûr. Ouais. tu nous as dit. Et du coup, si quelqu'un, ben voilà, quelqu'un veut changer maintenant son héritage biologique, par quoi il faudrait qu'il commence pour que vraiment il y ait un impact? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Voilà, quelqu'un qui écoute notre Je disais podcast tout et à qui l'heure, se dit, allez, je me lance, j'ai envie de changer les choses. ce que je disais tout à l'heure et ce que je vois dans tous mes accompagnements, c'est la régulation émotionnelle, la régulation du stress, la compréhension de soi et de pourquoi je réagis de telle ou telle façon. Qu'on travaille beaucoup avec la PNL, la micronutrition pour apaiser tout ça, mais aussi la connaissance de soi à travers des tests de personnalité, des choses comme ça. Euh, Sans aller très loin, en fait, rien que quand on découvre un petit peu ces fonctionnements, ça permet de vraiment prendre beaucoup de recul. Et c'est la question que tu posais par rapport au transgénérationnel et se rendre compte de ce qu'on se traîne du passé, etc. C'est toutes ces prises de conscience qui vont permettre déjà de faire un pas de côté. Et ces pas de côté, des fois, juste un petit pas, des fois, ça a un impact énorme sur nos comportements et sur nos changements de vie. Donc ça, Mhm. je dirais que la priorité, c'est ça, c'est s'observer. C'est commencer à se poser les questions de, bah, tiens, qu'est-ce que je fais au quotidien? Comment je vis, comment je le vis, c'est-à-dire comment je vis, quels sont mes comportements, mon rythme quotidien, est-ce que je prends soin de moi, je prends pas soin de moi, est-ce que j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce que je voudrais vivre différemment, qu'est-ce que je voudrais améliorer moi pour me sentir mieux en fait, quelle serait ma priorité à moi aussi, et ça c'est aussi très personnel. Mhm. Tout le monde n'a pas, enfin, ne vit pas forcément les mêmes situations, que ce soit professionnel, personnel. En fait, c'est vraiment que chacun puisse trouver un accompagnement qui soit payant, gratuit, que ce soit un cercle d'écoute, de partage, que ce soit un podcast, que ce soit simplement des amis, une main tendue, j'en sais rien. Enfin, quelle que soit la façon dont on trouve cette aide, c'est ne pas se sentir seul, ne pas rester seul avec ce qu'on vit. Donc déjà pouvoir le voir et ensuite aller chercher cette aide pour si jamais on n'arrive pas seul à induire des modifications, Mhm. bah, c'est trouver cet élan qui va permettre de se libérer, de se détacher des situations qu'on vit pas très bien. Ok. Mais entre le sommeil, le stress, les émotions, le sport, Ouais. l'alimentation, évidemment, c'est tout un chantier. Et c'est pour ça que j'ai développé cette approche globale, parce que Mhm. il y a tellement de liens de cause à effet entre ces différents facteurs que des fois, on ne sait pas par où commencer. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aiguille sur, ah bah tiens, commence par ça, parce que tu verras, ça va déjà avoir 50% de modification sur ton stress, sur ta perception de cette situation, sur le temps que tu vas avoir pour toi, que tu vas gagner pour prendre soin de toi, les autorisations que tu vas te donner parce que tu t'occupes de tout le monde et que bah, à la fin, il reste plus de temps pour toi, ou Mhm. que tu veux faire les choses parfaitement et que du coup, ça te prend beaucoup de temps aussi, Oui, et bien que sûr. tu ne délègues pas, etc. Donc, c'est toutes ces implications-là qui vont influer sur notre mode de vie et qui vont se répercuter bah, en termes de comportement et donc d'épigénétique et voilà. Ok. Et du coup, Laure, est-ce qu'il y a des choses maintenant, enfin, en tout cas actuellement, qui permettent de mesurer certaines choses au niveau de notre épigénétique? Alors, il y a des laboratoires qui proposent des tests sanguins qui vont mesurer certains marqueurs épigénétiques, alors qui coûtent cher, entre 300 et 900 euros, et qui vont vous donner un statut. Bon, c'est à l'instant T. Je suis pas sûre de l'intérêt de ce type de test-là, parce que imaginons que votre test, il est pas génial. En fait, c'est des statuts qui vont vous donner votre espérance de vie, quelque chose comme ça. À part rajouter du stress, si c'est pas top, je vois pas ce que ça va faire de Oui, plus. c'est clair. Il vous Donc, reste vaut 5 ans. mieux- je sais pas, après je les ai pas fait moi-même, donc je Ouais, ouais, sais pas bien sûr. ce qu'ils en disent, mais j'ai envie plus de dire commencez maintenant
à améliorer quelque chose et puis vous en obtiendrez les bénéfices sur la durée. Mm. Pour moi, je pense que c'est ce qui est le plus important, au-delà de mesurer ça. Ah oui, j'ai fait un test qui me disait justement qu'il était censé prendre en compte ces marqueurs de longévité, etc. Et là, c'était sur des tests d'action et des questionnements et des tests sur de la suite logique, etc. Et en fait, ça m'a mis en pré-fatigue. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a robuste, pré-fatigue ou fatigue. Ouais, Ça m'a mis en pré-fatigue et donc mon fils qui a 13 ans l'a fait aussi. J'étais plus rapide que lui sur certains aspects de compréhension et physique. Et par contre, j'ai répondu à deux questions qui étaient en lien avec est-ce que je me sens fatiguée ces derniers temps? J'ai mis oui. Et est-ce que j'ai plus de mal à me concentrer maintenant dans des environnements bruyants? Et j'ai mis oui aussi. Mais pour vous dire aussi, quand vous faites des tests, faites attention parce qu'on va vous faire payer des choses derrière. On va vous dire, ouais, bah, oui, votre niveau de longévité, il est là, il faudrait que vous preniez ça et ça. On va essayer de vous vendre des choses, évidemment, derrière pour allonger la longueur des télomères, pour améliorer vos marques épigénétiques, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces réponses-là, je les ai données dans des conditions qui me sont propres, individuelles, et qui sont liées à des choix mm, actuels de ce que je suis en train de vivre, dans une période de vie où je sais que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Donc forcément, il y a une fatigue aussi qui peut être un peu plus présente que d'habitude et qui dure un petit peu, mais je sais que ça va se terminer. Et aussi en lien avec est-ce que j'accepte aujourd'hui, est-ce que j'ai envie tout simplement d'être dans des environnements bruyants et hyper sollicitants. Ça, c'est une permission que je me suis donnée. Peut-être qu'avant, je m'obligeais à subir quelque part ces situations, alors qu'en fait, ça nous empêche toujours de nous concentrer. Sauf qu'aujourd'hui, je m'autorise à ne plus rester dans ces environnements bruyants qui ne me font pas du bien. ouais. Donc, faites attention aussi à ces aspects-là de quels sont les types de questions qu'on vous pose et derrière, qu'est-ce qu'on essaye de vous vendre. C'est clair. Voilà, et pour terminer, je vous disais, ces marques épigénétiques, dans les études, et notamment celle qui a montré que c'était 50% d'aspects, la part génétique et épigénétique, c'est des études qui ont été faites sur des jumeaux entre 3 et 74 ans. Et on a montré que c'est à partir de 28 ans qu'il y a une différence significative qui apparaît dans les marqueurs épigénétiques. Donc elle est bien D'accord. réelle sur un ADN, un génome donc, qui est identique et des marqueurs épigénétiques qui sont identiques au Mhm. départ. Ben, au bout de 28 ans, dans des conditions environnementales différentes où chacun des jumeaux va vivre sa vie. Là, on va pouvoir mesurer une vraie différence significative dans ces marqueurs épigénétiques. Donc, pour vous dire que, effectivement, l'environnement influe sur l'expression de ces De gènes, ces gènes, ouais. donc de notre santé, Et etc. du reste, quoi. Et ben, ma dernière question, c'était si justement tout est modifiable. Est-ce que ça signifie qu'on peut transmettre un héritage plus sain à nos enfants? Mais ça, tu m'as déjà un petit peu répondu. Je sais pas si tu as envie de développer encore des choses là-dessus. Ouais, par rapport à ce que j'ai dit, bon, je vais peut-être un peu reprendre, mais c'est vraiment commencer par un petit pas. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite. Mhm. Et que des petits changements, en fait, qu'on fait au quotidien, c'est ça qui va être important. C'est quand on les fait le plus souvent possible au quotidien, c'est ça qui va nous permettre de les ancrer sur la durée parce que nos routes de neurones vont se créer et vont nous permettre, comme quand on oublie de se brosser les dents, de se dire, ah tiens, j'ai pas fait ça. Et Mhm. donc, ces petits changements-là, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ça va avoir un grand impact avec le temps quand on les tient en fait sur la durée. Mais vouloir tout changer tout de suite, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on va pas y arriver évidemment. Et alors on va se sentir pas capable, on va s'en vouloir, on va avoir de la culpabilité, etc. Et donc s'apporter de l'autocompassion, c'est une des clés pour euh, commencer ces changements. Et l'autocompassion, c'est quoi? C'est arrêter de s'en vouloir, arrêter de se sentir honteuse ou coupable, de pas être assez, de pas faire assez, Mhm. etc. Et ça, c'est vraiment important parce il y a rien de pire en fait pour tout abandonner et pour ne rien faire et pour ne pas obtenir finalement de résultats que de s'en vouloir, de pas le faire assez bien. Oui, Donc oui. juste commencer
peu importe si c'est bien fait, si c'est parfait, si c'est pas parfait, mais juste commencer sur des petites actions et concentrez-vous sur une petite action. On a à peu près 2 à 3 mois à en créer une nouvelle action. Donc Ok. c'est pas le fameux 21 jours dont on Ouais, parle, ouais. hein, c'est une bêtise. Et ça ancre en plus le sentiment d'incapacité quand on n'y arrive pas en se disant oui, mais C'est j'ai fait clair. et ça va pas marcher. Ben oui, mais Ouais. non, parce que ça demande plus de temps. Et donc c'est important de persévérer Mhm. pas à pas, petit à petit. En tout cas, Laure, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va mettre sous ce podcast le lien vers ton site internet, tes réseaux sociaux et puis aussi donc les livres que tu nous as conseillés. Et puis tu seras aussi dans notre newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et il y aura un article sur notre blog. Donc voilà, merci beaucoup, puis on te dit à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Laure. J'espère que cette conversation sur l'épigénétique vous a permis de comprendre que nos gènes ne nous définissent pas totalement et que nos choix, nos émotions et notre mode de vie peuvent réellement influencer notre santé et notre bien-être. Si cet épisode vous a inspiré ou fait réfléchir, partagez-le autour de vous et continuez à explorer comment devenir acteur de votre propre biologie. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.